à l'auto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler ce matin à cet espace, nous allons parler d'investissements étrangers en Haïti. Nous allons aussi parler d'infrastructures terrestres, maritimes, et surtout. L'invité est David Ware. Il est actuellement directeur général de TVB Port-au-Prince, Terminal SA. Il est aussi le représentant d'AGL et Africa Global Logistics en Haïti. Et TVB est situé donc à l'intérieur du port de Vareux qui reçoit des navires internationaux et est le manutentionnaire dans cette activité. M. Ware travaille dans l'industrie de transport international depuis environ 45 ans dans l'aviation et maritime en Afrique et Amérique latine, avec de telles sociétés comme Maersk Line et CMA-CGM. Il travaille aussi en relation avec des entreprises en Haïti pour les derniers 6 ans, tout dernièrement avec TVB. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, rapidement, je précise que monsieur est plutôt américain, mais il s'exprime assez bien en français, ce qui va en quelque sorte faciliter la communication. Je suis content de pouvoir vous poser des questions ce matin, monsieur Ware. Bienvenue à Métropole. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Et je m'excuse d'abord avec vos écouteurs si je fais des fautes en français, parce que je suis assez bien. Je peux vous donner la garantie, vous n'avez pas à vous en faire, parce que j'en fais autant, j'en fais aussi. Je fais des fautes aussi. D'accord. OK? Soyez à l'aise. J'ai fait une petite présentation de David Ware. Qu'est-ce que vous avez ajouté pour que le public de Métropole puisse effectivement savoir ou comprendre à qui ils ont affaire ce matin, ou encore qui Wendell est en train de recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Parlez-nous un petit peu de vous. D'accord. Merci beaucoup. Comme vous avez dit, j'ai une quarantaine d'années avec le transport international. Donc, j'ai spécialisé avec des grosses entreprises ou américaines ou européennes dans le développement, dans les pays de développement précisément. C'est pour cela que j'ai travaillé 15 ans en Afrique, dans les différents pays, avec des projets internationaux de développement. Et depuis les derniers 10 ans, ici en Amérique latine, en Colombie précisément, et République dominicaine, Kingston, et tout dernièrement ici à Haïti. J'ai commencé en Haïti, ça fait 6 ans avec des projets ici avec notre entreprise. À l'époque, c'était un maritime, CGM. Après, j'ai pris ma retraite en fait. Ça fait quelques années. Et comme j'ai des expertises dans les pays de développement, une entreprise européenne m'a contacté pour savoir si je ne voulais pas revenir à aider avec le développement de différents projets ici à Haïti. Et donc, j'ai décidé bien parce que à l'époque, j'aimais bien travailler ici, malgré des difficultés. Je sais que c'est difficile ici, mais je trouve que les Haïtiens ont beaucoup à apporter. Ils sont des gens super sympas. Ils méritent de vivre un peu mieux que la situation aujourd'hui. Et donc, je suis content de participer dans ce développement. Depuis 6 ans, on a fait appel à vous. Et qu'est-ce que vous avez pu apporter à l'entreprise qui vous a invité ici? Je vais parler de input de M. Ware. Oui. C'était quoi? Mon spécialité, c'est un peu technique, c'est un peu difficile d'exprimer, mais historiquement, les grandes lignes maritimes,
étaient représentés pour des agences locales dans chaque pays dans le monde entier. Donc, ils concentraient une opération de navires et après tout ce qui se passe dans la terre, c'était des compagnies locales et plutôt des compagnies gouvernementales. Dans l'époque, il y avait beaucoup plus de gouvernements dans les administrations des business. Mon spécialité, c'était de négocier la séparation ou le joint venture, association, pour avoir un peu plus de contrôle de ce qui se passe dans la partie terrestre. Donc, j'étais envoyé ici à l'époque CGM était en train de séparer d'une agence ici de représentation et de mettre leur propre agence pour continuer le développement parce que la partie terrestre logistique, main à main avec le maritime, c'est important pour la fluidité des marchandises pour le client final. Tu peux avoir un transport maritime super bien qui arrive et après il y a certaines contraintes locales pour faire la livraison dernière. Donc si on peut gérer toute cette affaire-là ensemble de A à Z, sera mieux pour le client. Et normalement, moins cher pour le client. Donc, TVB, c'est port, c'est le port, c'est aussi le carburant. Non. Le port, c'est Port Voireux. Port Voireux, ça existe depuis longtemps, d'un groupe ici. Et dans ce groupe, il y a des différentes activités. Il fait des distributions et grâce à eux, ils ont pu faire la livraison de gasoil et gaz à toutes les stations depuis toute cette époque difficile, les dernières quelques années. Et ils ont un parti de manutention des navires vraquiers et conteneurs, en principe, qui vient ici avec des cargaisons. Et donc là, c'est un joint venture, c'est une association avec des investissements européens que je représente, AGL, qui est venu ici. On a fait un groupe pour faire la manutention à ces navires-là. Donc le navire arrive avec les cargaisons. Notre entreprise, TVB, s'occupe exclusivement de décharger les conteneurs, charger les camions et faire des dispatching logistique locale. Donc on est parti du port Voireux. Mais quand vous arrivez ici, vous avez pu observer les différentes opportunités qu'Haïti pourrait offrir. Oui, beaucoup. Parlez-nous-en. Beaucoup. Et ça, c'est un peu je ne veux pas dire déception, mais c'est un peu long. Depuis quelques années, il y a des initiatives commerciales d'Europe, des États-Unis, pour tous les Caraïbes. Moi, j'ai développé et participé avec l'extension du port de Jamaïque. J'étais dans l'opération navire en République dominicaine avec les portuaires là-bas, dans la capitale et autres. J'ai travaillé à Colombie. J'ai fait le plan de développement et création de nouveaux ports, précisément dans l'est du pays, proche de la frontière de Panama, pour l'exportation de bananes. Et ici, à Haïti, malgré ces possibilités de développement, on n'a pas vu beaucoup de mouvement. Ça reste un peu stagne. On a eu un peu de développement dans les ports du nord. On a eu un port ici, un peu dans le chemin pour aller au nord, qui s'appelle Lafito, que c'est très bien. Vous y avez travaillé? J'ai travaillé indirectement avec les lignes. La ligne maritime faisait service à Lafito. Faisait ici à APN, après il s'est changé à Lafito. On a vu dernièrement une ouverture un peu à Saint-Louis et Cayes, dans le sud. Donc, il y a des choses qui se passent, mais c'est un peu lent si on regarde la possibilité que c'est présenté à Haïti aujourd'hui. Là, nous parlons maritime. Maritime, je parle. Yeah. Jusqu'à présent, on ne parle pas terrestre, on ne dit rien. Là, je pense, par exemple,
comment je dirais, au projet ferrique, par exemple. Je parle aussi au projet téléphérique. Oui. Vous avez aussi cette possibilité, il y a des opportunités en Haïti? Ben, écoutez, notre compagnie a de l'expertise. AGL, je parle de la compagnie qui a fait des joint ventures ici à Haïti. Ils sont présents dans une cinquantaine de pays dans le monde entier, principalement en Afrique. On a des ferroviaires, on a des portuaires, on a des services camions, on a des services ferry de passagers. Mm-hmm. Tout ça dans l'ensemble, c'est ce que c'était important pour Haïti d'en profiter pour qu'ils puissent invertir et aider avec le développement de ces différentes routes. Alors, en parlant de la route et les structures transport. Alors, restons un moment sur les projets ferroviaires, par exemple, ferroviaires, téléphériques et autres. Restons-y, par exemple, un moment. Quelles sont les possibilités? Ben, il y avait à l'époque ici les ferroviaires. Oui, je sais. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des discussions avec des investisseurs étrangers de développer le ferroviaire à notre pays voisin. Et nous, on est en train de discuter un peu de possibilités de faire une extension à cela pour les frontières et utiliser ça pour les ports ici à la capitale, pour faire une liaison avec le RAID que c'est en train de discuter, je dis, à notre pays voisin. Donc, il y a la possibilité. Mm-hmm. Donc, un tel projet pourrait nous aider à faire face aux routes bloquées, aux routes coupées ou contrôlées par les gangs? Ça, c'est intéressant que vous le dites parce que l'image qui vient à la tête, c'est les cinémas américains à l'époque avec les ferroviaires dans l'Ouest et les cowboys qui viennent à côté pour faire hold-up. Mm-hmm. La sécurité, c'est un autre sujet. Moi, je ne suis pas expert dans la sécurité. Mm-hmm. Aujourd'hui, les problèmes qu'on a avec le routière, si vous voulez, c'est la structure même, c'est en décadence. Mm-hmm. Il n'y a pas d'argent vraiment pour maintenir les routes en bonnes conditions. Et le deuxième, c'est la sécurité qu'on a avec les malfaiteurs qui arrêtent des camions pour X raisons, etc. Mm-hmm. Donc, alors, vous avez, si vous vous exprimez au nom de vos entreprises, de vos compagnies, il y a la possibilité d'investir en Haïti. Ce serait donc des investissements étrangers, investissements privés, investissements directs ou indirects? Oui. Oui. Et moi, je ne peux pas prétendre que Haïti, c'est compliqué. Donc, tout le monde est d'accord avec ça et je ne prétends pas d'avoir les solutions. Mm-hmm. Mais entre la sécurité qu'il faut faire attention, il y a des investissements possibles et il faut tous les deux pour que Haïti peut progresser. C'est impossible que Haïti toute seule ou Haïti avec des institutions internationales, avec des aides qui viennent actuellement, puisse résoudre tous les problèmes spécialement économiques. Mm-hmm. Il faut présenter une condition dans le pays que les investisseurs peuvent venir avec l'argent de l'étranger pour investir ici, localement aussi. Et tout ça, c'est un ensemble. Aujourd'hui, avec la situation géographique, localisation d'Haïti, on a énormément de présentations de développer des infrastructures ici. On a aussi la possibilité de développement des zones franches. On a des possibilités qu'on a fait avec des textiles. Textile, c'était une industrie assez importante. Aujourd'hui, c'est un peu en dégradation. Mm-hmm. On a des agricoles, bien sûr. Mais on a aussi, avec le programme de nearshoring avec les États-Unis, si vous le savez bien, ça commençait avec la politique un peu de ne pas laisser à la Chine faire tellement et les problèmes qu'on a eu pendant Covid de transport, de relance
de dépendance des produits d'Asie, ils ont commencé à concentrer des États-Unis, de trouver localement qu'est-ce qu'on peut faire pour la fabrication de différentes choses. Donc, on peut, avec des zones franches, faire la fabrication, on peut faire des textiles, on peut développer des parties électroniques pour assemblage ici. Et là, c'est plutôt beaucoup plus proche de transporter aux États-Unis, donc, en principe, beaucoup moins cher que dépendre uniquement de la Chine et Taïwan, etc. Donc ça, c'est une occasion énorme, et c'est énorme. Maintenant, toutes ces possibilités sont là. Toutes ces possibilités, pour ne pas dire opportunités, existent. L'argent est là. Vous avez l'argent. Nous avons l'argent et on a envie. OK. Donc, les ressources sont disponibles. Où se situe le blocage? Moi, je sais que le gouvernement en transition qu'on a actuellement a beaucoup de priorités qui peut-être incluent pas dans la liste de priorités assez haut le support de ces entreprises à venir ici. Je vous donne l'exemple de notre cas. On a fait l'association avec un groupe très important, très solide ici localement, d'investir pour construire un quai state of the art, dernier truc, plus moderne qu'il y a. Donc on a un quai qu'on a construit que ça coûtait beaucoup. Je pense que l'investissement le plus important de les derniers 10 ans en Haïti, minimum, c'était notre investissement. C'est plus de 60 millions de dollars qu'on a investi avec encouragement, autorisation et invitation du gouvernement à l'époque. Là, on est en quelle année? Ça date de... on a formé l'entreprise, ça fait 10 ans. Cette année, 7 mois-là, on accomplit les 10 ans de création de l'entreprise. Et on a fini le projet, ça fait 7 ans maintenant. Donc, ça fait un peu de temps. On a toutes les invitations de tous les différents départements et tous les licences qu'il fallait faire, telles que on pouvait utiliser tous ces dossiers-là d'encouragement du gouvernement haïtien avec les financiers européens pour que les compagnies européennes nous donnent le financement pour ce projet. Je parle précisément de Proparco. Proparco, c'est une banque publique qui investit dans les projets de développement. Donc, dans les entreprises, peut-être on a l'argent, on n'a aucun argent, vraiment, une entreprise n'a jamais d'effectif à côté en train de rien faire. C'est toujours une sorte d'investissement financier pour les banques internationales. Donc, on a eu toutes les justifications et tout ça pour que cette banque ait confiance dans le gouvernement haïtien et avec nous pour faire le financement de ce projet. Donc, on a venu ici, on a construit un port dans le Seine de Cité Soleil, que c'est vraiment une des communautés potentielles, sympas, qui souffrent énormément pour le manque d'activité économique dans leur zone. Nous, on est là, c'est leur port en fait. On reçoit des gens qui travaillent là. Et on a créé tout ce poste-là. Et la dernière tâche administrative qu'on a, que c'est l'autorisation de mettre les douaniers sur le poste pour nous aider à recevoir des conteneurs de cargo. C'est pas fait. Et on ne comprend pas pourquoi non. Donc là, vous nous parlez des douaniers qui ne sont pas encore affectés à ce port. Exact. On a des douaniers sur place. On a des douaniers parce que ils ne sont pas encore autorisés. Ils n'ont pas d'autorisation par écrit de faire le dédouanement d'un conteneur. Pourquoi, d'après vous?
Je ne suis pas certain. C'est le perplexe, c'est le paradoxe, parce qu'on était invité pour le gouvernement de venir. On a venu avec énormément d'argent. On a la possibilité de créer l'emploi énormément. On a beaucoup de postes qu'on est prêt de recevoir. On peut aider avec la distribution de nourriture et médicaments et tout ça dans le pays. On peut offrir énormément de choses d'aider. Et le dernier truc, c'est les douaniers sur place qui ont l'autorisation ou d'envoyer un personnel extra que je comprends, c'est disponible. On a écrit... Mais là, je suis curieux de savoir, de comprendre ou de savoir pourquoi le gouvernement hésite ou refuse d'accorder l'autorisation qui s'impose à ces douaniers pour qu'ils puissent commencer à travailler. Je suis curieux de savoir pourquoi. Moi aussi. Moi aussi. Vous avez envoyé des correspondances formelles depuis 7 ans maintenant. On a des copies des lettres envoyées à les différents départements, plutôt beaucoup dans le ministère. Je suis plutôt convaincu qu'il y a un problème. Évidemment, il y a un problème, mais moi, c'est ça la confusion. On ne comprend pas. Et nous, on est prêts de continuer à faire des investissements ici et créer des emplois et créer des occasions économiques. On a beaucoup de petits projets dans les zones franches associés avec la structure portuaire et aujourd'hui, on hésite. Alors, je vais dire une chose que c'est important parce que, sans critiquer qui soit, mais notre compagnie, normalement, une compagnie qui fait des investissements comme on a fait, aurait déjà abandonné cette idée. Parce qu'il manque ce soutien des ministères qui soient à donner l'autorisation pour qu'on puisse commencer à travailler correctement avec les investissements qu'on a faits. Beaucoup de compagnies... Vous pouvez mettre un chiffre sur ces investissements? 60 millions de dollars minimum. Déjà investis? Déjà payés. Dans les infrastructures, tout ça? Infrastructures, les grues, les machines, les tugs, les flatbeds, tout l'équipement qu'il faut, les installations pour recevoir et stocker des conteneurs, des branchés avec l'électricité pour avoir des médicaments et la nourriture qui doit être congelée, etc. Tout ça, c'est installé. Les caméras de surveillance. Donc là, vous pensez qu'une autre compagnie aurait déjà tout abandonné? Non, je dis que normalement, les compagnies responsables financières auraient déjà. Heureusement, AGL, ils ont une politique sociale internationale avec l'expérience de travailler en Afrique tellement des années, avec toute l'opération principale qu'on a. Ils ont un attachement à le peuple haïtien. Donc, ils ont dit, on a investi. On a créé le poste. On peut continuer à faire ça. On ne va pas abandonner ni l'investissement, ni notre obligation et commitment à la haïtienne locale, spécialement dans la Cité Soleil. On peut aider avec l'amélioration de vie des gens qui habitent là-bas. Donc, on a un commitment social que ne pas abandonner et continuer à lutter pour faire notre business. Plus de 60 millions de dollars déjà investis. Là, si nous devons parler de création d'emplois, on aurait combien d'emplois approximatifs? Il y a l'emploi direct que je dirais sera une centaine, facilement. Il y a des emplois associés toujours parce qu'il y a des camions, il y a les grues, il y a les opérateurs, des clients qui ont leur business qui arrive ici. Après, quand eux, ils ont le marchand. C'est un peu de croissance aussi. Aujourd'hui, on a des ports qui travaillent. D'avoir plus d'occasions, plus de ports disponibles, il y a une concurrence de sains pour améliorer la façon de travailler et réduire les coûts. Quand on fait ça, ça fait un indirect
effet sur les économies locales. Donc, si on descend les prix un peu, on peut grandir et améliorer les volumes des affaires qui arrivent et que c'est combiné. Donc, tout ça a un effet indirect avec le donc, vous avez dit, si je crois bien comprendre, plus il y a de ports qui fonctionnent, plus la compétition, plus la concurrence sera saine. Oui, on a fait... Alors, ça ne veut pas dire que demain, tout le monde crée sa propre port et on a des ports partout. Parce qu'après, quand on dit, on coupe le gâteau trop petit qu'on ne le voit pas, c'est transparent. Mais les autres ports qui sont déjà là, qui fonctionnent, ne vous dérangent pas jusque-là? Non, non. Et en plus, on est membre d'une association des ports privés qui s'appelle Alpha, qui a fait énormément de travail pour améliorer les autorisations des ports dans le nord et dans le sud. Tout le monde fait partie de ce port-là, de cette association. Alpha, c'est très important. Et, ça fait quelques années, il y avait une étude faite ici pour montrer qu'avec le développement que j'ai mentionné tout à l'heure, potentiel, et qui reste largement potentiel, il y aura besoin d'avoir plus d'espace portuaire. Donc, on a d'espace portuaire déjà que nous, on a construit. Mais on ne peut pas l'utiliser. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que le port APN aujourd'hui a eu certains soucis avec les violences qui passent dans le pays, que ce n'est pas leur faute ni leur contrôle, mais on ferme le port pour quelques jours ou quelque chose. Hein. Donc, si on a des autres ports, en lieu qu'on travaille ici, on travaille à côté, on travaille ici. On a des options de changer l'opération selon les circonstances qui passent dans le moment. Mais nous, on a une infrastructure que dans les études dans le passé, c'était dit que c'était nécessaire. On a déjà, on peut l'utiliser, on peut améliorer la libre concurrence, qui, en principe, et je suis certain parce que j'ai vu des chiffres, on peut descendre un peu les prix des opérations ici, et on a une fenêtre de libre-échange ouvert additionnel dans le projet. On va observer la pause et au retour, on va voir ensemble ce qui peut être fait pour non seulement favoriser l'arrivée d'investissements en Haïti, mais aussi permettre à ce que le port puisse commencer à fonctionner normalement. On verra ensemble les possibilités. D'autant qu'à vous entendre parler, on a comme l'impression que le blocage se trouve au plus haut niveau de l'État, à mon sens. C'est là que je comprends, oui. Et heureusement, le douanier travaille très bien avec nous. Heureusement. Mais ils ont déjà commencé à travailler. Ils travaillent, mais pas de conteneurs. Ils travaillent les vraquiers, les riz, les ciments et les aciers qui arrivent. Et ils travaillent le pétrole. Et ils sont sur place et le directeur de douane est favorable avec nous. On a le soutien de la douane. Sauf que à un niveau, c'est bloqué. Oui. On verra au retour. Merci encore une fois, David Weir, d'être avec nous ce matin à Métropole pour parler de ce dossier. On vous revient dans un instant, tout de suite après la pause. Okay. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité, David Weir. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, David Weir. Il n'est pas sans savoir, d'abord vous l'avez dit et vous l'avez reconnu aussi, qu'il y a
d'autres ports en Haïti Oui. qui fonctionnent, qui ont l'autorisation. Ils ont tout ce dont ils ont besoin pour fonctionner. Il y a toujours de petites choses qui manquent, mais ça, c'est la nature de pays. Je pense que le numéro un que tout le monde a besoin sont des pilotes. On a besoin, alors, par les gens qui ne comprennent pas dans notre industrie, quand un navire approche à la côte, on a une petite navette qui va avec un pilote qui est expert de le terrain local. Et c'est lui qui gère l'entrée. Qui donne les directions et l'espace de mouillage, tout ça, au navire. Et il prend actuellement le contrôle du navire. Il prend le contrôle du navire. Parce qu'il connaît les terrains dans le port. En Donc effet. c'est lui qui stationne le port, si tu veux, ce qu'on dit à accoster le navire. On les appelle aussi capitaine du port. Capitaine du parfois. port. On a besoin de plus parce qu'il y a des activités et de temps en temps, on perd un peu de temps d'attendre la disponibilité des pilotes. Là, il y a le mouvement et discussion de que ça améliore. Et même notre entreprise est prête d'investir de la formation de ces gens. OK. Maintenant, on est en train d'aborder le sujet en surface, c'est-à-dire de façon superficielle. On dénonce le problème, mais on n'est pas allé à fond dans le problème. Et, ce qui risque de ne pas apporter les résultats escomptés. Autrement dit, on peut passer toute la journée à parler, à dire on bloque le port, on refuse d'accorder l'autorisation aux douaniers. Ça ne va pas marcher. Parce que c'est comme si on veut dénoncer, mais on a peur. C'est comme si on veut dénoncer, mais on a peur. Ouais. Et je pense que pour que les démarches puissent aboutir, ne serait-il pas mieux d'aller droit au but? De dire exactement, est-ce qu'il y a une personne qui est responsable ou bien est-ce qu'il y a un secteur qui est responsable? C'est difficile à identifier exactement où vient ce problème. Je dirais qu'il y a encore ici en Haïti une mentalité de monopolisme de l'État. Quand vous parlez de monopolisme ou de monopole de l'État, est-ce que vous faites allusion à l'APN, par exemple, l'autorité portuaire, à l'autorité portuaire nationale, APN? Oui, je pense que je ne peux pas dire que c'est la source du problème, mais je pense que la mentalité globale, c'est de protéger APN avec le port actuel qu'on a à Port-au-Prince. Et ils ont, comme vous avez dit, un peu peur de perdre un peu de business. Nous, on croyons que d'avoir l'autre port ouvert, ça crée plus de business. Êtes-vous en train de nous dire, M. Ware, que vous serez en quelque sorte en compétition avec l'APN? Tous les ports, dans une mesure ou autre, sont en compétition. Mais ça, c'est la compétition libre qui fait marcher le capitalisme dans le monde entier. C'est super, parce que le port principal de Port-au-Prince peut travailler dans une façon. Il n'y a pas de challenge d'un autre port. Donc, il travaille dans la même façon. Alors, une autre compagnie vient et dit, nous, on a un peu façon meilleure d'être plus efficace. Et on peut faire plus rapidement et un peu moins cher. Après... Oui, mais qu'est-ce que ça va rapporter? Est-ce que ça ne représente pas un manque à gagner pour l'État ou bien pour l'APN? Non, il n'y a pas, parce que dans la fin du jour, il y aura plus de business et plus d'occasions pour faire fluider le cargo qui va aider l'État parce qu'il y aura plus de business, plus des impôts, plus de taxes de douane. Globalement, c'est une représentation de l'agrandissement de l'économie. Donc, ceci dit,
à moins qu'il y ait incompréhension, en aucune façon ça n'allait pas déranger, en aucune façon ça n'allait déranger l'APN. J'imagine que ça, c'est partie du problème. Ils ont peur, comme vous avez dit tout à l'heure. Ils ont un peu peur qu'ils vont perdre de chiffre d'affaires, par exemple. Et nous, on dit globalement, non, ça peut être... Oui, mais pourquoi vous n'avez pas essayé de les convaincre? On a fait... C'est ça le mystère. Nous, on est confondus comme une entreprise investisseur. Parce que le gouvernement, comme j'ai dit au début, ils ont invité, autorisé, encouragé à nous à venir ici et investir. C'est comme si moi, je vais former une société de transport de bus et de taxis. Et donc, j'ai toute l'autorisation d'importer des bus, des taxis, tout ça pour améliorer la circulation des êtres ici, de les gens, pour déplacer. Et tout c'est autorisé. Et à la dernière minute... permis de conduire, ah bon, on va regarder. On ne peut pas opérer un bus sans le permis de conduire de chauffeur. Je suis un petit peu perdu, confus même. Je cherche à comprendre pourquoi il y en a d'autres qui ont obtenu l'autorisation et non vous. Quelque part, il y a un vrai problème, il y a un mystère à percer. Il y a un problème à résoudre. Oui. Et qu'est-ce que vous entendez faire aujourd'hui? Est-ce que vous finirez par partir ou bien les convaincre ou bien faire des offres plus ou moins alléchantes au pouvoir, en fait à l'État pour que vous commenciez à travailler? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont donc vos projets? Bon. D'abord, on ne va jamais abandonner Haïti. Et on ne va jamais abandonner la communauté de Cité Soleil. On travaille actuellement avec les navires des bulk, sans conteneurs. Hein. On travaille correctement avec le pétrole, on travaille avec le riz, avec le blé, avec des séments, avec tout ça. On travaille actuellement. Déjà, on travaille. Déjà, depuis. Le problème, c'est pour les conteneurs. Des conteneurs. Qu'on n'arrivera pas à débarquer. Oui, exactement, parce que les conceptions du quai, et je dirais, on a le quai le plus profond d'Haïti. Donc, le navire le plus grand peut arriver chez nous qui ne peut pas arriver des autres. Donc, on a, et en plus... Donc, c'est un avantage que vous avez. Exact. Et cet avantage-là dérange? Je ne sais pas si ça dérange, mais c'est une bonne chose pour Haïti, c'est une bonne chose pour nous. Et le quai en si, c'est construit antisismique. Donc, ça résiste au tremblement de terre, que c'est un sujet ici assez important. On a de soutien technique et de savoir-faire d'une grosse compagnie européenne qui opère partout en Afrique, qui a des expertises, comme vous ne pouvez pas imaginer, qui sont disponibles à nous aider à faire super efficace. Et ça va aider les communautés Cité Soleil, ça va aider la fluidité et pour opportunité d'occasion de changer pour le flux de cargo. Le cargo, on veut être concentré dans un endroit que c'est susceptible d'être fermé. Mais nous avons parlé tout à l'heure que quand il y avait certains soucis hors de contrôle du port, le secteur s'était fermé. Pendant une époque l'année dernière, quand on a fermé l'aéroport ici et tout ça, on a estimé qu'il y avait 10 000 conteneurs bloqués avec destination de Haïti. C'était stocké à Panama, c'était stocké à Cartagena en Colombie, c'était stocké à Kingston pour venir ici, et on ne pouvait pas venir parce que c'était un peu précaire à le moment. Si on a l'occasion à côté de venir avec ces conteneurs pour continuer la fluidité des cargos et livraisons, des besoins
des gens ici. Les Haïtiens, il y a quelque part qui ont faim. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de médicaments. Et quand il y a une focalisation d'un point, et c'est un peu susceptible d'avoir des soucis, ça bloque. Ça bloque le peuple haïtien, on ne veut pas faire ça. Donc ça, c'est une occasion d'avoir une fenêtre à côté, une option. Alors il y a la phyto qui travaille très bien. C'est un peu loin, mais il reçoit un navire. Nous, on peut recevoir un navire aussi. APN peut arriver 2-3 navires. Donc, c'est quoi le problème? On n'est pas un monstre qui va venir ici à manger tout au retour. Monsieur Ware, est-ce que je dois comprendre que vous avez déjà identifié le secteur qui bloque? Vous l'avez identifié? Non, mais je pense que ici, selon que je comprends, moi je ne suis pas un expert du gouvernement. Le directeur de douane, qui est super bien et nouveau, selon que je comprends, il est disponible pour nous aider. Il dit qu'il a besoin d'autorisation du ministère financier. Selon que je comprends, parce que je n'ai pas parlé directement avec eux, je ne peux pas donner des citations quand je n'étais pas présent, mais ce que je comprends, c'est que le ministère en général dit oui, mais il faut avoir l'autorisation du Premier ministre. Donc après, selon que je comprends, le Premier ministre dit qu'il faut avoir le Conseil présidentiel. Vous savez que bien ici que le Conseil présidentiel, c'est de différents groupes mélangés. Et ça fait une rotation. Donc, il y a des intérêts un peu différents. Mais c'est un peu de sorte... chacun dit que c'est pas moi, c'est l'autre. Est-ce que vous avez essayé? Parce que là, il y a un auditeur qui vient de me dire, de vous poser cette question, à savoir, est-ce que vous avez pensé à contacter le Premier ministre et le CPT? On a contacté tout le monde. Comme ce sont eux qui sont aux commandes maintenant? On a précisément, les partenaires étaient en réunion avec le ministère des Finances l'autre jour. Qu'est-ce qui a été dit? Il faut avoir la permission de l'autre, et l'autre dit que l'autre. Aussi, ce qu'on a fait, c'est de parler avec les communautés internationales. Ça, c'est un intérêt européen. Donc, on a heureusement compté de soutien énormément de l'Union européenne. Mais l'Union européenne a écrit une lettre à l'époque à le gouvernement ici en demandant qu'est-ce qui se passe avec notre investissement. C'est un investissement non seulement d'une compagnie européenne, mais d'une banque publique européenne. Proparco, que j'avais mentionné, sont eux qui ont financé. Après, il y avait des financements aussi de Citibank. Donc, c'est un projet international énorme à Haïti. Donc, vous avez des dettes envers cette banque? Oui, on paye à Proparco. On a déjà fini avec Citibank, mais c'est entre les différentes entreprises qu'il faut repayer aussi. Mais l'Union européenne a écrit une lettre ici à le gouvernement en demandant qu'est-ce qui se passe et jamais une réponse. Jamais une réponse. Nous, on a écrit des lettres. Je vous dis, il y a une centaine de lettres. Aucune réponse. La seule indication de réponse qu'on a eue, c'est sur l'étude. Sur l'étude. Mais on a tous les lettres. Si vous voyez les lettres du gouvernement à l'époque, quand on a eu toutes les autorisations de créer cette port, les investissements, les lettres disent « Oui, vous avez l'autorisation de construire, et c'est voilà, et tous les différents projets, et avec des conteneurs, et avec des breakbulk, et tout ça par écrit du gouvernement. » Donc, la seule chose, c'est une tâche administrative qui dit « Douanier, vous avez l'autorisation de faire les conteneurs, à voir eux. » Pourquoi? C'est le mystère. C'est ça que je suis un peu confondu, perdu.
je ne peux pas répondre à vous les questions de pourquoi ni qui, mais c'est un problème. Et ce que je ne suis pas là pour plaindre de notre cas uniquement. C'est parti, mais les investisseurs qui viennent ici à Haïti, c'est super important pour le développement du pays. Ce n'est pas seulement de sécurité. C'est les investissements pour avoir plus d'argent fluide disponible dans le pays. Pour que les Haïtiens dans les rues, dans la ville, puissent améliorer sa vie. Tout le monde a le droit de faire ça, d'améliorer. Et c'est bloqué avec nous. Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Qu'est-ce que c'est comme un exemple envoyé à la communauté internationale de qu'est-ce qui se passe avec un investissement ici à Haïti? Et il y a des compagnies qui nous contactent pour avoir notre opinion de notre expérience d'investissement ici. Qu'est-ce qu'on va dire? Monsieur David Houer, est-ce que, en faisant ces investissements, est-ce que vous pensez à l'insécurité aussi? Ben, bien sûr. Bien sûr. Vous pensez aux bandits? Oui, bien sûr. Alors, ça c'est... Et ça ne vous a pas effrayé? Effrayé, non. Préoccupé? Occupé, oui, comme tout le monde. On ne peut pas développer le pays sans la sécurité. On ne peut pas développer le pays qu'avec la sécurité. Il faut avoir la sécurité, il faut avoir les investissements. Et je parle de des investissements. Et vous êtes prêt pour l'investissement? On a plus de projets qu'on veut continuer à développer ici, mais pour le moment, chaque fois que je parle avec les principaux en France d'un projet ici, l'autre, il dit autorisation de conteneurs d'abord. Autorisation de conteneurs à bord. Donc, on a des projets qui puissent aider. Vous avez dit que ça dure combien d'années? 7 ans maintenant. 7 ans. Depuis qu'on a fini, l'entreprise a 10 ans. On a accompli 10 ans, cette mois-là. Mais depuis qu'on est prêt à opérer, c'est 7 ans. OK. Et je vous ai posé la question il y a quelques instants sur vos projets à venir pour en finir avec la question. Mais vous avez préféré répondre et vous dire que vous n'allez pas abandonner Cité Soleil, vous n'allez pas abandonner le projet. Vous y resterez quand même. Yes. Donc, parce que ça vous rapporte quand même quelque chose si vous tenez à rester malgré qu'il y a ce blocage. Est-ce que ça veut dire ce que cet investissement ou bien le fonctionnement va vous apporter, va vous rapporter, oui, est beaucoup plus, n'est pas aussi important que ce que cela vous aurait rapporté si vous avez obtenu à temps l'autorisation? Écoute, pour que les gens comprennent qu'ils sont en train d'écouter, parce que ça sent un peu bizarre, c'est on est là et on investit et on n'a rien et on attend. Et on attend. Tous les hommes d'affaires et tous les business entiers, il faut gagner quelque chose. On n'est pas... Oui. Alors, qu'est-ce que vous gagnez sans cette autorisation? Exact. Donc, on est en train d'opérer les navires vraquiers, qu'on dit, conventionnels. Ce sont des riz, blé, ciment, acier, bois, sucre, tout ça qui arrive dans les navires traditionnels, que c'est ouvert les cales, on a les grues, on descend, on met ça dans les camions. Donc aujourd'hui, on gagne l'argent pour opérer. Mais la situation, c'est que les investissements qu'on a faits, par exemple, on a 2 grands grues pour les conteneurs depuis 6 ans. Et qui ne fonctionnent pas. Oui, on tourne pour faire l'entretien, et on l'utilise pour un machin, tu sais, un générateur qui peut arriver, on l'utilise. Mais c'est C'était pas le but. Qui coûtent la fortune, qui sont là, et des Allemands qui sont d'excellents états, et on ne peut pas l'utiliser. Après, on a
des machins pour charger et démonter des conteneurs sur les camions. On a 4 machines nouveaux d'Allemagne aussi, jamais utilisées. On va finir parce que là, bon, j'essaie de comprendre. Mais une dernière question. Les autres investissements, les autres investisseurs qui sont attendus sont prêts à évoluer dans quel domaine? Il y a beaucoup d'affaires ici. On n'a pas parlé de différentes associations parce qu'on a le nearshoring avec les États-Unis. On a des gateways d'Europe que c'est en train de préférentialiser les pays comme Haïti. Mais il faut qu'on bouge. Alors, la chose que je voulais dire une fois, ça fait 2 ans, ils ont fait à New York une sorte d'assemblée pour attirer les investisseurs. Et j'ai parlé avec un membre du gouvernement à l'époque. J'ai dit, mais vous êtes en train d'inviter des investisseurs à venir ici. Et nous, on est venus avec votre invitation. On a mis énormément d'argent. Et c'est vous qui ne laissez pas qu'on profite de notre investissement. Donc, il y a beaucoup. Il faut avoir la sécurité main à main. Selon que je comprends dans les nouvelles comme vous, ça arrive. On verra. Mais entre-temps, il y a des possibilités de routières, de fabrication, de commerce disponibles ici. Et tout le monde est en train d'observer de loin Haïti, qu'est-ce qui se passe. Et s'il n'y a pas de soutien du gouvernement pour les investisseurs privés et étrangers, tout le monde attend. Si après l'émission, vous recevez un coup de fil d'un responsable haïtien, vous allez commencer à travailler rapidement? Assez rapidement. Assez rapidement. Assez rapidement. Et là, des centaines de gens vont trouver un emploi, vous avez dit? On a une centaine d'emplois qu'on peut créer facilement. Je vous remercie, Monsieur Ware, à moins que vous ayez un dernier mot. Non, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que je n'ai pas fait souffrir les gens avec mon accent. Non. J'espère que les gens ont pu comprendre qu'il y a beaucoup d'espoir international pour l'Haïti. Nous, on croit dans le développement d'Haïti et on est dédié. Et je pense que les Haïtiens méritent de vivre mieux qu'ils peuvent et il y a des possibilités de faire ça. Je vous en remercie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. David Ware, directeur général de TVB Port-au-Prince, Terminal SA. Il est aussi représentant d'AGL, Africa Global Logistics, en Haïti. TVB qui est situé à l'intérieur du port de Vareux et qui reçoit des navires internationaux et est le manutentionnaire dans cette activité. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et aussi un bon mois de novembre avec Métropole. À demain. Lors Lisa Loto.